Le président nous a trompés en révisant la Constitution. C'est très mauvais. Moi, je suis contre cette révision. La Constitution du Bénin vient d'être révisée par l'Assemblée nationale, nous en parlerons dans ce journal. Plusieurs personnes sont contre et d'autres sont d'accord, vous aurez les opinions des populations dans ce journal. La révision de la Constitution du Bénin est une bonne chose. Je remercie le président. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Nous vous invitons à suivre dans un instant ce que notre invité pense de cette révision de la Constitution du Bénin. Surtout du camp de la mouvance présidentielle, beaucoup sont sur le terrain en ce moment pour expliquer le bien fondé de la révision de la Constitution et pour laquelle la population n'a pas été associée dès le début. Donc je suppose qu'ils profiteront également pour inviter les Béninois à sortir pour aller voter parce que là, il faut le dire, le taux d'abstention pourrait battre le record. Vu que l'opposition n'est pas représentée et vu aussi que la Constitution a été révisée de cette façon sans débat préalable. Donc je suppose qu'ils vont sur le terrain, pas seulement pour expliquer pourquoi ils ont voté comme ça cette révision, ils ont accordé des rallonges au mandat des élus sans consulter le peuple. Donc j'imagine qu'ils vont également travailler à ce que le taux d'abstention ne soit pas aussi criard, que ça ne soit pas vraiment saisissant ou cristallisant. Et le parti vient donc de connaître une modification de la Constitution. Est-ce que les préparatifs de ces élections générales à venir ne sont-ils pas quelque part paralysés par cette Constitution modifiée? Non, la Constitution modifiée n'a pas de rapport parce que elle entre en vigueur après les élections générales. Donc, mais ça alimente quand même un sentiment de frustration et d'exclusion qui vient s'ajouter déjà au dépôt de frustration que connaît le pays après donc l'exclusion des démocrates, des présidentielles et aussi des municipales. Donc maintenant tout dépend. Comme je vous l'ai dit, sur le terrain maintenant on assiste quand même à des gens qui sont partis expliquer évidemment pourquoi cette révision. Donc je crois que derrière cette descente sur le terrain, avant même la campagne, va participer certainement pour eux à travailler déjà le terrain. Les démocrates sont donc hors circuit, mais quelles sont les autres absences majeures pour ces élections à venir? En tout cas, des deux côtés, de toutes les façons, il y a des changements majeurs. Et si vous prenez la mouvance présidentielle, par exemple, il y a des grands noms qui sont désormais absents de la liste. Pour les législatives, vous avez quelqu'un comme Charles Toko, un éminent journaliste qui est entré en politique, qui n'est pas le seul. Il y a aussi Malik Gomina qui était resté directeur général de la chaîne de télévision Canal 3, qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale lorsque le président Talon a pris le pouvoir. Il y a Charles Toko, je le disais. Il y a également des noms comme le tonitruand, l'ancien tonitruand député Rachidi Badamassi. Et ces grands noms ne sont pas sur la liste. Il y a également Sama Dambik. Ces noms ne figurent pas sur la liste électorale. Mais beaucoup d'analystes pensent que c'est des gens qui ont été tout simplement punis pour leur proximité, peut-être leur présumée proximité avec Olivier Bokor qui s'est retrouvé en difficulté, qui est même en prison et on sait pourquoi. Et on pense aussi qu'en 2019, lorsque le président Talon avait voulu déjà à l'époque réviser la Constitution, ça a échoué. Et on pense que ce sont ces noms-là qui ont empêché que la Constitution soit révisée depuis 2019. Mais c'est des allégations. On n'a pas une preuve approfondie donc de ces allégations. Maintenant, il y a ceux qui sont restés, les fidèles des fidèles. Il y a le président de l'Assemblée lui-même. Il y a Abdoulaye Biochane qui est ministre d'État chargé du plan.
Il y a Armand Gansé qui est, lui, un député très connu aussi, mais qui, lui, est considéré comme aussi un fidèle des fidèles, Armand Gansé, au président Talon. Donc, et de l'autre côté des démocrates, vous avez Éric Hundete qui est absent. Donc, en tant que premier vice-président du parti Les Démocrates. Voilà, donc je crois qu'il y a aussi Noureni Achadé aussi qui n'est pas présent. Et il y a beaucoup d'autres noms aussi qui ne sont pas présents. Donc il y a eu quand même les grands ténors, il y a des grandes figures de part et d'autre qui aujourd'hui ne sont pas sur la liste. Et les partis autorisés à compétir donc sortent déjà la liste de leurs candidats. Mais comment la Sénat peut-elle garantir la transparence et la confiance du public dans ce processus qui s'annonce très, très dense? Ah oui, c'est vrai que le président de la Sénat, Saka Lafia, il est un proche des proches du président de la République, Patrice Talon. Mais je ne pense pas que cela peut être un prétexte pour lui pour ne pas organiser des élections crédibles, pas du tout. Je crois que la crédibilité de des élections, c'est une responsabilité partagée. C'est-à-dire que les partis qui prennent part à ce scrutin doivent surveiller le vote et doivent déployer des personnels sur le terrain pour assister à tout le processus et être sûr que les urnes sont bien vides dès le départ, que les urnes ne sont pas bourrées, et rester jusqu'à la fin, suivre le décompte et compiler les résultats, les comparer avec ceux de la Sénat. Donc je pense que dans un scrutin comme ça, il appartient aux partis politiques d'être plus vigilants que d'habitude et de surveiller et de ne pas se faire harakiri. Donc c'est très important. Donc je ne pense pas que la proximité de Saka Lafia avec Patrice Talon lui donnerait un atout quelconque pour pouvoir. Je crois que tout ce qui peut se faire a été fait avant les élections. Vous savez que l'Afrique a évolué. Hein. Avant, on truquait les élections et ça peut finir dans une crise et puis ça peut finir aussi à la CPI. Mais maintenant, les gens savent s'y prendre. C'est-à-dire que dès le début, on exclut habilement en instrumentalisant les lois pour mettre certains candidats au jeu. Et là, c'est plus simple. Donc le vote, ça donnera ce que ça donnera, et puis il n'y a plus de problème sur le comptage du vote. En janvier, donc, les élections législatives au Bénin, les spécimens sont déjà disponibles. Mais quels sont les grands enjeux, surtout pour les partis dans la constitution de leur candidature, notamment dans la tenue en termes de représentativité et de renouvellement? Oui, pour la représentativité, je crois qu'il faut peut-être penser au code électoral qui exige d'avoir donc 20% dans chaque circonscription électorale au Bénin pour que les listes soient validées en ce qui concerne quand même les législatives. Et pour les partis qui ont un accord de gouvernance, je crois que c'est à partir de 10% que les résultats peuvent être compilés. Voilà pourquoi d'ailleurs je pense le président Talon lui-même dans une de ses sorties avait conseillé aux partis de se regrouper pour pouvoir atteindre donc ce taux, les 20%. Donc c'est vrai que beaucoup d'analystes voient les 20% comme un réel défi, parce qu'un parti qui n'a pas pu réunir les 20%, c'est difficile. Donc ça crée un problème en termes de représentativité. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que on a vu quand même que essentiellement sur la liste des partis de la mouvance, il y a quand même que beaucoup de députés sont récompensés, ont été reconduits à cause de leur fidélité, à cause de leur soutien sans faille au système. Et donc, vous avez vu aussi que même les députés démissionnaires de chez les démocrates,
se sont retrouvés de l'autre côté sur la liste. Alors qu'on vient de voter une constitution dans laquelle il est écrit que tout député qui démissionne de son parti perd automatiquement sa place à l'Assemblée nationale. Bon, on me dira que la constitution là va prendre effet après les élections, c'est vrai. Mais il y a quand même un problème éthique. Parce que Michel Sodinou et consorts qui ont mis le parti dans cet état ont tout simplement été récompensés de l'autre côté. Ça pose un problème éthique et ça pose la question de quelle valeur est-ce qu'on veut transmettre réellement à la population, surtout à la population jeune. Est-ce qu'on veut faire la promotion des médiocres? Est-ce qu'on veut faire la promotion? On apprend aux gens à ne pas tenir parole dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on apprend aux gens à récompenser les balances, les traites, etc. Donc je pense que le monde politique devrait être, à mon avis, le lieu où on met en avant l'éthique, le lieu où on met en avant la parole, le respect de la parole donnée, le lieu où est banni le gangstérisme. Vous voyez, par exemple, le Bénin a fait une chose formidable. Vous craignez pour le mot de gouvernance dans ces Absolument, la moralisation de la vie publique et même de la gouvernance politique. Le Bénin a créé la criette et tous les jours, il y a des criminels économiques et même les gaïmans qui passent tous les jours devant la criette pour y être jugés. Alors que ce qu'on a vu Sodinou, Michel et consorts faire là, c'est carrément du gaï politique, entre guillemets. Malheureusement que le gaï politique, il n'y a pas une criette pour ça au Bénin. Donc je pense que, pas seulement au Bénin, mais en Afrique tout entière, on devrait commencer à récompenser des gens qui ont une certaine éthique, à promouvoir l'éthique dans la politique, à promouvoir le respect de la parole donnée. Je pense que ça va travailler sur la population et surtout la population jeune, à savoir que effectivement on doit être digne quand on donne sa parole. Il faut la respecter. Au cas où on ne peut pas la respecter, il doit y avoir vraiment des mobiles sérieux. Et les scrutins de 2026 au Bénin débuteront par les législatives en janvier. En quoi la configuration issue de ces législatives pourrait avoir influencé directement ou indirectement la présidentielle d'avril? Non, je crois simplement qu'on s'achemine au Bénin là vers une situation où il n'y a pas un lien direct entre les deux élections en tant que telles, parce que on l'a dit tout à l'heure, le Romuald Wadagni sera le prochain président. C'est presque une certitude métaphysique. Voilà, parce que tout a été organisé pour. Je l'ai dit, pour vous, il n'y a non, il n'y a pas, non, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de suspense à ce niveau. Il n'y a pas de suspense pour les élections présidentielles. Mais là où quelque chose peut se passer, c'est au niveau des législatives. Parce que là, l'opposition est représentée. Les partis, les candidats des démocrates sont bien présents. On verra bien comment les Béninois vont réagir. Est-ce qu'ils vont décider ou est-ce qu'ils vont voter majoritairement pour les députés de l'opposition pour qu'ils soient fortement représentés à l'Assemblée nationale? On verra bien. Mais encore une fois, vous savez que le vote c'est bien, mais c'est celui qui compte aussi le vote sur qui il faut vraiment compter pour un travail bien fait. Voilà d'où ma question à l'issue des élections de 2026. Quels sont les scénarios possibles sur la scène politique béninoise? Non, là, la mouvance sortira juste renforcée. La mouvance sortira renforcée. Et sauf une nouveauté, comme je l'ai dit tantôt, si les Béninois décident de produire un miracle avec la liste des démocrates. Donc il y a ce cas de figure qui est peu probable. Mais on verra quand même que avec la nouvelle constitution, déjà il est écrit dedans
qu'il n'y aura plus de critique politique ni même de compétition politique pendant désormais 6 ans. Et que c'est à partir de la 7e année que les gens peuvent... Et autre nouveauté également, c'est l'installation voilà, du Sénat. donc on peut avoir un scénario où le sentiment d'exclusion va s'approfondir. On aura certainement un scénario où la mouvance présidentielle qui est là va se renforcer davantage. Mais on peut également avoir un scénario où les Béninois vont peut-être décider d'aller vers des solutions peu recommandées pour reprendre le pays en main. Et ce qui est également peu probable à mon avis. Donc l'un dans l'autre, la mouvance elle va se renforcer, ça c'est clair. Et les démocrates, si elles ne travaillent pas bien, s'ils ne travaillent pas bien sur le terrain, ils seront encore une fois davantage effacés de la scène politique. Et on risque d'acheminer vers une sorte de politique à sens unique. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nouadé Didier, alors je rappelle que vous êtes le directeur général d'AfricaDEF. C'est moi qui vous remercie. Merci. À vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.